l'équipe Porsche qui nous accueille en ce mois de juin 1954. Les bolides allemands se tiennent prêts à relever le défi de la 22e édition du Grand Prix d'endurance du Mans. On sent l'effervescence qui monte dans la ville et dans la région, tant les 24 heures sont devenues un rendez-vous immanquable. Preuve du succès d'ailleurs, c'est la première fois que la télévision française a prévu de retransmettre une partie de la course en direct. En attendant, il convient de se préparer pour le week-end du 12 et 13 juin, date officielle de la compétition. Gros plan maintenant sur la voiture numéro 62, la Triumph TR2 engagée par Edgar Wadsworth, un concurrent privé figurant parmi la soixantaine de participants attendus pour cette édition. Nous voici maintenant chez Ferrari avec les 375 Plus qui espèrent renouer avec la victoire. Ferrari n'a gagné qu'une seule fois au Mans, c'était en 1949 pour la toute première participation de la marque. 5 ans après, on affiche ses prétentions. Mais face à Ferrari, voici l'armada Jaguar avec les types D qui succèdent à la XK 120C victorieuse en 1953 avec l'équipage Rolt-Hamilton. Les Anglaises affichent une mine absolument superbe et on ne tarit pas d'éloges sur ce nouveau modèle. Spécialement préparé pour Le Mans, qui est l'objectif principal de Jaguar en cette année, les types D sont équipés d'un moteur 6 cylindres en ligne de 3,4 litres, développant plus de 250 chevaux et 270 km/h en vitesse de pointe. Preuve de cette compétitivité, Jaguar avait pu bénéficier d'une séance d'essai sur le grand circuit de la Sarthe un mois plus tôt et Tony Rolt y avait amélioré le meilleur temps de l'année précédente, établi par Alberto Ascari, de plus de 5 secondes. La concurrence était donc prévenue. Les 4 Jaguars au départ, dont les 3 nouvelles types D, étaient les voitures à battre. Abandonnons maintenant quelques instants le monde automobile prêt à rugir pour aller sur l'aérodrome du Mans, où un avion très attendu manifestement est sur le point d'atterrir. Il ne s'agit évidemment pas de n'importe quel visiteur. Le DC-3 est aux couleurs du royaume des Pays-Bas. Et effectivement, voici qu'en descend le prince Bernard de Lippe, prince consort de la reine Juliana des Pays-Bas et grand amateur déclaré du sport automobile. C'est lui qui donnera le départ de la course et il est bien sûr un honorary starter, comme on dit, très prestigieux. Le grand jour est en tout cas arrivé. Dans quelques heures, ce sera le départ de la grande épreuve d'endurance mondialement connue. Le temps est encore clément, mais attention, les prévisions météo font état de menaces de pluie assez soutenues pour le week-end. Des embouteillages se sont formés à l'extérieur du circuit de 13 km 491, preuve de l'immense engouement pour les 24 heures. Toujours en vue aérienne, impressionnante, image des différents parkings utilisés par les spectateurs. Là encore, plus une place de libre, le succès est phénoménal. A noter que les 24 heures sont la 4e manche du championnat du monde des voitures de sport après les 1000 km de Buenos Aires, les 12 heures de Sebring et les 1000 milles. 3 courses et 3 vainqueurs différents, Ferrari, Oscar et Lancia. Cela promet pour le spectacle. Nous voici à quelques minutes du départ, prévu comme il se doit à 16 heures locales. Les voitures viennent peu à peu se placer sur la grille de départ, en épi, où un imposant service d'ordre commence à organiser la procédure. Pour les équipes, il s'agit alors de procéder aux ultimes vérifications.
Plan sur Maurice Trintignant et son célèbre bonnet. Le Français fait équipe avec José Froilán González sur la Ferrari 375 Plus numéro 4. Le compte à rebours est maintenant lancé. Les autorités en charge de la sécurité sont en train de se caler. Le départ est imminent. Le prince de Lippe est là. C'est donc lui qui va abaisser le drapeau tricolore, synonyme du départ. Mais auparavant, il a droit à un tour du circuit. Et nous voici arrivés au moment fatidique. Dans quelques instants, les gendarmes évacueront à leur tour la ligne droite et il ne restera plus que les pilotes face à leur voiture. Tout le monde retient son souffle. L'instant est comme toujours solennel et grave. La magie du Mans va une nouvelle fois opérer. Et c'est parti. Très vite, on se doute que les deux Cunningham C4R placés aux deux premières positions ne vont pas résister longtemps aux meilleurs Jaguar et Ferrari. Le premier leader est en effet Ferrari et c'est même un triplé qui se dégage pour l'instant avec González qui devance Paolo Marzotto et Robert Manzon. Pour les Jaguars, c'est déjà semble-t-il une course-poursuite qui a commencé. Le reste du peloton suit derrière. Chez Jaguar, les pilotes ayant pris le départ s'appellent Stirling Moss, Tony Rolt et Ken Wharton. Assez vite cependant, on va s'apercevoir que les belles Anglaises sont frappées par un problème mécanique, sans doute dû à la présence de sable fin dans le carburant fourni. Moss a été capable de menacer un temps les Ferrari, mais une fois passé le volant à son coéquipier Peter Walker, les problèmes reprennent et Walker sera même obligé de s'arrêter sur le circuit durant 50 minutes. Le vent s'est levé sur le circuit et déjà la course est une alternance entre passages pluvieux et éclaircis. Un véritable défi pour tous les pilotes. Nous sommes maintenant aux alentours de 20 h le samedi soir. Il y a déjà eu beaucoup d'abandons, comme par exemple l'Aston Martin de Carroll Shelby et Paul Frère, ou pour la Lagonda d'Eric Thompson. La tête de la course est occupée par González, qui n'a toujours pas passé le volant à Trintignant, l'Argentin devançant Marzotto, Louis Rosier sur la Ferrari numéro 5 et Peter Whitehead sur la meilleure Jaguar, la numéro 15, qui est en 5e position.
tombée de la nuit, les positions sont globalement inchangées, mais on note d'autres abandons. Il y a notamment un accident assez sérieux pour la Talbot Lago de Pierre Mera qui s'accroche avec l'Aston Martin de Yann Jimmy Stewart. Ce dernier part en tonneau et se casse le bras. Toujours chez Talbot, Pierre Levesque doit renoncer, tout comme, et c'est évidemment un coup de théâtre, la Ferrari d'Umberto Maglioli. Stirling Moss, lui, a définitivement renoncé, tout comme l'autre Jaguar de Whitehead, Wharton, sur problème de transmission. Ferrari et Jaguar ont donc beau être les favorites, aucune équipe n'est épargnée. Et voici qu'enfin le jour se lève sur Le Mans. La dernière nouvelle d'importance concerne la Ferrari de Robert Manzon et Louis Rosier qui était 3e et qui doit renoncer à cause d'une boîte bloquée. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une seule voiture aux avant-postes pour les deux marques. La numéro 4 pour Ferrari et González Trintignant et la numéro 14 pour Jaguar avec la paire Rolt-Hamilton. Durant toute l'épreuve, la pluie a joué avec les nerfs des pilotes et spectateurs. On a le sentiment que Ferrari est plus à l'aise sur le sec et que Jaguar est avantagé par des conditions précaires. Le suspense est donc total. Il faut rappeler que chacune de ces deux marques a déjà gagné dans la Sarthe, une fois déjà pour Ferrari et 2 fois pour Jaguar. Gros plan sur la Lagonda du duo Thompson et Pour, une voiture qui avait déjà abandonné la veille sur accident après seulement 25 tours bouclés. La dure loi, bien sûr, d'une épreuve qui ne pardonne rien aux mécaniques et aux petites erreurs de pilotage. Autre voiture ayant dû renoncer, les deux Fraser-Nash de Peacock et Ruddock, ainsi que celle de Northrop et Anderson. Fin de partie également pour les Kift de Ripon et Black, ainsi que la 48 pilotée par Truy et Hitchkins. Quant à Jaguar, mais oui, on l'a dit, elles n'ont pas été épargnées. La 12 et la 15 n'étaient déjà plus là à la mi-course. Toujours dans ce cimetière des éléphants, on trouve aussi les Ferrari 3 et 5. Heureusement que la 4 reste en tête, une position qu'elle a occupée immanquablement à la fin de chaque heure de course depuis le départ. On a aperçu aussi les Gordini. Il ne reste plus à ce moment qu'une voiture pour la marque française. On le comprend sur le grand panneau qui renseigne sur le classement de la course. À ce moment-là, la Ferrari numéro 4 est en tête avec 257 tours parcourus et elle a 2 tours d'avance sur la Jaguar numéro 14. Les arrêts au stand rythment bien évidemment la course. Voici celui de la Talbot Lago numéro 11 de Blanc et Nersessian. Elle va pouvoir repartir, mais elle ne sera hélas pas classée à l'arrivée.
est alors clairement redevenu menaçant. On se doute qu'une nouvelle averse se dirige vers le circuit. À 3 heures de l'arrivée, c'est même un déluge qui s'abat sur tout le monde. Toutes les voitures évoluant alors au ralenti. Mais le grain passe et la piste ne tarde pas à sécher. L'écart reste inchangé entre la Ferrari de tête et la Jaguar lancée à sa poursuite. 2 tours toujours les séparent. L'ambiance dans les coulisses de ces 24 heures du Mans 1954 reste en tout cas bon enfant. Sur la piste, l'arrivée n'est plus loin désormais. Alors, Ferrari ou Jaguar, faites vos jeux, rien ne va plus. L'occasion nous est alors donnée d'admirer et de détailler quelques-uns des participants à ces 24 heures du Mans. Voici par exemple la Porsche 550 RS Spider des Belges Claes et Stas. Groupés, voici 2 Bristol 450 qui sont dans le top 10. La Cunningham numéro 1 et son gros moteur Chrysler V8 de 5,5 litres. La Gordini T15S. La Fraser Nash Le Mans Coupé numéro 36. La VP 166R numéro 49 et son moteur Renault qui sera victime d'un accident peu après. La DB HBR MC, son moteur Panhard avec l'équipage Guy New Cornet. La Jaguar Type C de l'écurie Francorchamps. La DB numéro 57, la meilleure des 5 au départ. Et bien sûr, la Ferrari numéro 4 qui tient toujours bon face à celle qui la pourchasse inlassablement. Arrêt au stand pour la voiture de tête à 1h30 de l'arrivée. Un arrêt de routine pour Maurice Trintignant, sauf que le V12 Ferrari va refuser de redémarrer. Les mécaniciens vont s'affairer bien sûr autour de la voiture. Il s'agit apparemment d'un souci d'humidité au niveau de l'allumage. José Froilán González reprend le volant, mais le mal est fait. 7 minutes ont été perdues dans cette histoire et la Jaguar de Tony Rolt, derrière, est revenue dans le même tour. Les derniers chronos font même état d'un écart réduit à 3 minutes 15 seulement. Le suspense est de nouveau entier aux 24 heures. Attention, un accident survient alors que les conditions sont évidemment loin de s'améliorer. Nous sommes à la courbe Dunlop et c'est un tête-à-queue, puis une touchette et finalement une grosse figure pour l'Osca de Pierre Legoni. Dommage, cette voiture était en tête de la catégorie 1500 cm3 et sans souci dans le top 10 de la course. Les autres concurrents réussissent à l'éviter. Il se passe de longues minutes avant que Legoni parvienne à repartir. En fait, il tente de se diriger vers les stands et il y parviendra. Des réparations de fortune seront tentées, mais la voiture pouvant toujours rouler, son coéquipier Lance McLean repartira et passera la ligne d'arrivée en 10e position. En vain, la voiture sera bel et bien disqualifiée.
sommes maintenant à une demi-heure seulement de l'arrivée. La pluie s'est arrêtée, la piste est encore humide mais commence à s'assécher. Dans les minutes précédentes, Duncan Hamilton a réalisé au volant de la Jaguar numéro 14 un éblouissant relais et l'écart avec la Ferrari est même redescendu aux alentours de la minute. Il faut dire aussi que Gonzalez est au bout du rouleau. Il semble bien qu'il n'ait pas dormi ni mangé de tout le week-end. Ses temps autour sont parfois aux alentours des 5 minutes 30, ce qui est vraiment lent. Mais heureusement pour lui, avec ses nouvelles conditions d'adhérence et peut-être l'adrénaline de voir l'arrivée se rapprocher, le taureau de la Pampa, comme on l'appelle, reprend du poil de la bête et l'écart remonte en sa faveur. À quelques minutes de l'arrivée, le classement est le suivant. La Ferrari numéro 4 mène donc le bal devant la Jaguar numéro 14. On trouve ensuite la Cunningham de Spear et Johnston. Une autre Jaguar, la Type C de l'écurie Francorchamps, avec la paire Lawrence Waters. Et une autre Cunningham pour compléter le top 5, la numéro 1, pilotée par Briggs Cunningham lui-même et John Gordon Bennett. La première Gordini, 6e avec le duo Jacques Paulet-André Guelfi. La Jaguar de Duncan Hamilton jette ses dernières forces dans la bataille, mais on sent que c'est trop tard. Les spectateurs applaudissent même de manière évidente les futurs vainqueurs. Il est pratiquement 16 h. Dans quelques instants, l'arrivée sera jugée. On attend fébrilement le passage de la voiture de tête. C'est donc Ferrari qui sort vainqueur de la grande affiche de cette année 1954. Le drapeau à damier s'abaisse sur les premières voitures passant après 24 heures de course. Certaines équipes se sont regroupées pour célébrer cette fin d'épreuve. Et la voilà qui arrive, la Ferrari 375 Plus de José Froilán González et Maurice Trintignant qui remporte l'épreuve en ayant bouclé 302 tours, soit 4061,5 km très précisément. Belle performance des Cunningham et dommage pour la Jaguar qui n'aura pas démérité mais qui échoue finalement à 1 minute 30 des vainqueurs. Des performances remarquables compte tenu des conditions climatiques. Malgré la pluie et les averses fréquentes, les vainqueurs, à 2 tours près, ont bouclé la même distance que celle de l'année précédente où il avait fait beau. Les 3 Bristol engagés posent fièrement à l'arrivée qu'elle rallie en 7e, 8e et 9e position. La BG Le Mans Coupé numéro 54 se classe 17e. À signaler que le record du tour est littéralement explosé par Gonzalez. En 4:16.8, il améliore la marque de 1953 de plus de 10 secondes. L'Argentin avait donné à Ferrari sa première victoire en Formule 1 en 1951. Il donne à la marque italienne son premier succès dans la Sarthe sous l'appellation officielle Scuderia Ferrari. Il devient aussi le premier pilote à avoir remporté un Grand Prix de F1 et les 24 heures du Mans. Et enfin, accessoirement, Ferrari conforte sa place de leader au championnat du monde. Au final, ce sont certainement les temps passés dans les stands qui auront été déterminants. Malgré son alerte du dimanche en début d'après-midi, la Ferrari n'aura passé que 29 minutes arrêtées contre 37 à sa concurrente Jaguar. Tout le monde est malgré tout allé au bout de l'effort. Ils sont 17 à être classés sur les 57 au départ. À l'indice de performance, la victoire revient à la DB de René Bonnet et Élie Bailleul. Ainsi se termine une édition mémorable, marquée par une météo souvent exécrable, mais aussi par un duel de toute beauté et la victoire d'une marque emblématique qui allait continuer à écrire par la suite quelques-unes des plus belles pages de l'histoire des 24 heures.